Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres, les soutiens tourangeaux d'Emmanuel Macron en ordre de marche. Le défi s'annonce de taille, convaincre les indécis pour battre le FN au second tour. Notre focus présidentiel ce soir nous emmènera à Saint-Pierre-des-Corps qui a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon avec plus de 36% des voix. Quel sera leur choix pour le deuxième tour? Et puis à la fin de ce journal, direction le Loir-et-Cher pour une balade à bord de belles américaines. Le musée Matra accueille une trentaine de voitures mythiques venu tout droit de l'Amérique. Présidentiel, Emmanuel Macron, déjà président, c'est en tout cas ce qu'indiquent les tout derniers sondages qui le donnent gagnant au second tour avec 60% contre 40% pour Marine Le Pen. En Touraine, les soutiens d'Emmanuel Macron sont en ordre de bataille depuis dimanche. Hier soir à Tours, premier comité stratégique du mouvement En Marche. Une soixantaine de responsables de comités locaux étaient présents, des militants mais aussi les futurs candidats aux législatives. Objectif et défi de cette campagne de l'entre-deux-tours, convaincre les électeurs encore indécis. La cible, les fillonistes et les mélenchonistes. Florent Clavel. À 11 jours du second tour, pas question pour les marcheurs d'aller prêcher dans le désert. Un seul mot d'ordre, efficacité. Première interrogation, faut-il porter le fer dans les campagnes, là où le vote lepéniste a été le plus important? Ce responsable d'un comité local a fait ses calculs. Nos réserves de voix, nous savons où c'est qu'il faut aller les trouver. Sur les villes de 2000 à 5000, de 5000 à 10 000 et plus de 10 000. C'est là où nous avons le plus fort potentiel. Comprendre, service minimum en campagne, effort maximum à Tours et son agglomération, où se cachent fillonistes et mélenchonistes indécis. Il faut donc trouver des points communs. On a vraiment un projet, on a la chance qu'il s'adresse à tous les Français, que ce soit à droite sur des thèmes comme l'économie, le travail, la sécurité, et aussi à gauche sur l'écologie, le social, la santé. La couleur politique comme critère donc, mais pas seulement, la sociologie également. Comme au premier tour, les militants vont s'appuyer sur une cartographie qui mêle ces deux priorités. Des données fournies par Paris qui indiquent les villes et même les quartiers à privilégier pour du porte-à-porte. L'outil nous dit, voilà, sur telle zone, vous avez entre guillemets une cible qui est à convaincre, avec 5 niveaux, et plus il y a des codes couleurs, et c'est à nous en fait de sélectionner les endroits par rapport à ces informations. Des informations soigneusement tenues secrètes. Néanmoins, 5 villes ressortiraient, comme Saint-Cyr, jouer les tours, encore Saint-Pierre-des-Corps. Dans cette dernière, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour, avec plus de 36% des voix. Et à noter que même si les candidats pour les législatives ne sont pas encore connus, le mot d'ordre est clair, pas d'alliance locale. Il y aura bien un candidat par circonscription. La liste devrait être dévoilée avant le second tour du 7 mai. Alors, et dans moins de 15 jours, les Français devront choisir entre deux candidats, vous l'avez vu. Si pour une majorité des électeurs socialistes et républicains, le choix se nomme Emmanuel Macron, une inconnue demeure. Cette inconnue, ce sont les mélenchonistes. Zoom ce soir avec notre focus présidentiel. Il est arrivé en tête dans 13 communes en Indre-et-Loire. À Saint-Pierre-des-Corps, il a obtenu score historique 36,68%, faisant du bastion communiste la 15e ville française à avoir placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. À l'aube du second scrutin, quel est l'état d'esprit des habitants? Ont-ils déjà fait leur choix malgré le mutisme de leur candidat déchu? Séphora Nameni est allée à leur rencontre sur le marché ce matin. Au marché de Saint-Pierre-des-Corps ce matin, les mélenchonistes gardent le sourire. Arrivé en tête dans la ville avec plus de 36% des voix, le leader de la France insoumise n'a pour l'instant donné aucune consigne de vote. Dans sa consultation lancée hier, pas de mention d'un vote FN. Pour ses électeurs, le second tour s'annonce comme une impasse. Me positionner, c'est pas du tout possible, ni en faveur de Marine Le Pen, ni en faveur d'Emmanuel Macron. La peste ou le choléra, on n'a pas trop le choix, quoi. Je vais voter blanc. Pour l'instant, j'hésite et donc je vais attendre le débat qui aura lieu le 3 mai. Je pense que je vais voter Macron. Je vais faire barrage au Front National, je vais voter Emmanuel Macron. Côté mairie, même analyse. Marie-France Beaufils entend faire barrage au Front National. Le 7 mai prochain, elle votera Emmanuel Macron, même si elle est en désaccord avec le programme du candidat d'En Marche. Pour le maire, le plus important reste la percée de Jean-Luc Mélenchon dans sa ville, 12 points de plus qu'en 2012. C'est une base sur laquelle on peut s'appuyer pour préparer la législative, puisque le président élu demain, c'est pas lui qui va voter les textes de loi. Donc il faudra bien une Assemblée nationale, et la composition de l'Assemblée nationale, pour nous,
ça va être important. Les consignes de vote de Jean-Luc Mélenchon sont annoncées pour le 2 mai. En attendant, ces militants appellent au Rassemblement national des Insoumis pour la traditionnelle manifestation intersyndicale de lundi prochain. En bref, manifestation nationale des policiers aujourd'hui à Paris. Les syndicats ont appelé les candidats à la présidentielle à leur accorder plus de moyens. À Tours, par exemple, il faudrait 20 fonctionnaires de plus. Et comme vous le voyez sur ces images, une quarantaine de policiers d'Indre-et-Loire avaient fait le déplacement aujourd'hui dans la capitale. Le ministère de la Santé vient de donner son accord concernant le projet de restructuration du CHU de Tours. D'ici 2026, un nouvel hôpital devrait voir le jour sur le site Trousseau, qui regroupera la majorité des activités chirurgicales et les urgences. Le site Bretonneau devrait quant à lui accueillir le pôle maternité, pédiatrie et cancérologie. Un projet de 320 millions d'euros financé à hauteur de 75 millions par l'État. Seule ombre au tableau pour les syndicats, le volet social passé selon eux au second plan. 400 postes seront ainsi supprimés et 350 lits. On écoute Anita Garnier de Sud Santé Sociaux au micro d'Adrien Portron. À ce jour, on n'a pas de recours contre la signature de ce plan. Ce qui va découler de cette signature, c'est acté. En abaissant le nombre du lit, on limite l'accès aux soins pour tous nos patients. En abaissant le nombre de collègues dans les soins, on va limiter la prise en charge, on va abaisser la qualité de prise en charge, puisque pour une infirmière, on va se retrouver avec encore plus de patients pour une seule infirmière. Les politiques, eux, de leur côté, se sont dit satisfaits de cette restructuration à venir. Qu'il s'agisse de François Bonneau, président de la région Centre, de Philippe Briand, président de Tours Métropole, ou bien encore de Serge Babary, maire de Tours, pour qui, je cite, cette décision est aussi une reconnaissance de la qualité du travail de l'ensemble des salariés du CHRU qui participent quotidiennement au rayonnement de l'institution et à l'accueil de notre population. Fin de citation. Justice maintenant, le juge des référés du tribunal de Tours a rendu sa décision aujourd'hui dans le dossier du pôle santé Vinci de Chambray-les-Tours. Il a débouté le collectif de 18 sages-femmes en conflit avec la direction de la clinique. Elle demandait la création de 3 postes supplémentaires pour faire face à la charge de travail, invoquant un danger immédiat. L'avocat va maintenant saisir le tribunal pour examiner l'affaire sur le fond. Après la riche la semaine dernière, Frédéric Ogis, le vice-président de Tours Métropole chargé des transports, était convié hier soir au conseil municipal extraordinaire de Saint-Pierre-des-Corps, consacré à la 2e ligne du tram. À cette occasion, les élus ont réaffirmé leur accord sur la desserte des 2 pôles hospitaliers, Trousseau et Bretonneau, mais également l'importance d'un axe est-ouest avec donc la gare TGV et le quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre. La patinoire de Tours est en travaux pendant 5 mois. Une structure vieillissante qui date des années 70, des gradins en mauvais état et de l'amiante qu'il faut absolument enlever. Un chantier assez important et qui nécessite des ouvriers spécialisés dans le désamiantage. Coût d'opération un peu moins d'1 million d'euros et une réouverture prévue en septembre prochain. Pour le tour de piste, il faudra repasser. Plus de glace et plus de spectateurs jusqu'à la rentrée. La patinoire de Tours, inaugurée en 1972, profite de la fin de saison des hockeyeurs pour se refaire une petite beauté, notamment ses gradins où il avait été mis à jour de l'amiante. La première phase, c'est le désamiantage total de la patinoire, à savoir de ce côté-là, donc derrière moi, et en face. Une fois que le désamiantage sera fait, on commence à procéder à la reconstruction, comme vous le voyez bien, des gradins, puisqu'il faut reconduire le changement du plafond de la grande tribune, les coursives aussi, le dallage des coursives. Coût de l'opération, 950 000 euros répartis sur 2 ans et cofinancés avec le département et la région. En attendant, le club de patinage de Tours s'est momentanément délocalisé, moyennant une compensation financière de la mairie. Les Remparts, eux, commenceront la saison prochaine par 2 matchs à l'extérieur, mais espèrent pouvoir retrouver la glace dans le courant de l'été. Ça aura un impact puisqu'on aimerait effectivement pouvoir accéder à la glace à partir du 15 août. Donc on va formuler une demande effectivement de pouvoir avoir accès à la glace s'il y aura encore les travaux dans les tribunes pour que notre équipe première puisse faire son camp d'entraînement. Voilà, ça devrait être possible. Cependant, si ça ne l'est pas, on devra effectivement aller faire notre camp d'entraînement ailleurs. Ça engagera évidemment des négociations sur ce point avec la ville. Les travaux qui ont commencé début avril devraient être terminés pour une réouverture prévue le 10 septembre prochain. Un mot de sport, Gianpaolo Medei ne sera plus l'entraîneur du TVB la saison prochaine. Le coach italien, récent vainqueur de la Coupe CEV, a choisi de se rapprocher de sa famille et a accepté la proposition du club de Cucine Lube Civiccianova en Italie.
En basket, défaite cuisante hier soir pour l'ADA de Blois, 79-55 face à Saint-Chamond. Les Loir-et-Chériens ont complètement raté leur match, se laissant distancer dans le deuxième quart-temps. Ils n'ont jamais réussi à remonter le score. Alors qu'ils restaient sur une belle dynamique, les Blésois vont devoir s'employer à renverser la vapeur dès samedi à domicile face à Nantes. Et pour finir ce journal, on reste dans le Loir-et-Cher, direction Romorantin, qui jusqu'au 11 novembre va vivre à l'heure américaine. Le musée Matra accueille une petite trentaine de belles voitures et motos américaines, entre Harley d'époque de la Première Guerre mondiale et monstres mythiques type Chevrolet ou Cadillac, tout aussi emblématiques les unes que les autres. Avis au passionné Xavier Gasselin. Indian, Anderson, Studebaker. Si ces noms vous disent quelque chose, il est temps de visiter l'exposition « C'est l'Amérique » au musée Matra de Romorantin. Ici sont exposées jusqu'au 11 novembre voitures et motos emblématiques du rêve américain. Au départ, nous voulions faire simplement une exposition de motos. Et puis, c'est avéré que c'était le centenaire de la présence américaine dans la région et le début de la guerre, de l'entrée des Américains auprès des Alliés le 6 avril 1917, et qu'on nous a demandé de faire une manifestation culturelle. Et c'est pourquoi c'est devenu l'Amérique au musée Matra. Un an de préparation pour trouver ces paquebots du macadam et faire rêver avec ces symboles du way of life américain. Ma voiture préférée, c'est la Studebaker Hawk, qui se trouve au bout de l'allée, au bout de la route 66. Parce qu'elle est à la fois américaine, mais elle a un petit touch européen, je trouve. Alors ici, nous présentons des motos Harley-Davidson et Indian, datant des années 10-20. Particulièrement des motos de course qu'on appelle des board track racers, qui couraient à l'origine sur des vélodromes en bois, des pistes relevées, qui étaient, on peut dire, une version moderne des jeux du cirque. C'était très très dangereux, les machines étaient capables de prendre 180 km/h pour les meilleurs, et tout ça sans frein ni boîte de vitesse. Une exposition de véhicules originale et nostalgique, avec une certaine French touch. Dans un instant, nous parlerons politique et présidentielle avec notre invité Claude Bourdin, porte-parole de la France insoumise en Indre-et-Loire. Quelles consignes de vote et quelle stratégie adopter pour le second tour pour les partisans de Jean-Luc Mélenchon? C'est ce que nous verrons dans un instant. Restez avec nous tout de suite.